Donc merci pour l'invitation. Donc moi, mon objectif, c'est de poser le cadre général de la PrEP en Suisse. Je voulais commencer par reposer le cadre historique, c'est-à-dire comment la PrEP est arrivée. Donc, depuis les études, les autorisations, le déploiement et ensuite l'évaluation d'impact. Donc ça, c'est une ligne directrice que je vais suivre dans toute mon intervention. Historiquement, l'idée de la PrEP est apparue fin des années 90, surtout au début des années 2000, l'idée en elle-même, et après, il a fallu un certain temps pour trouver la manière de pouvoir donner une PrEP efficace et de pouvoir ensuite mener des études pour démontrer son efficacité. Et donc, il a fallu plus de 10 ans, presque 15 ans, pour trouver un modèle de PrEP, celui qu'on connaît aujourd'hui, et de démontrer son efficacité. Et donc, il y a différentes études que l'on a pu évaluer. Donc, au départ, les premiers essais de PrEP n'étaient pas très concluants. Et donc, c'est juste à la fin, avec notamment Hypergay ou Proud, qu'on a trouvé un modèle de PrEP et qu'on a réussi à démontrer son efficacité. Et donc là, dans les études, c'est 86% d'efficacité. J'y reviendrai. Ensuite, sur la base de ces études, les pays, les continents, ont progressivement mis en place des recommandations pour la PrEP. Donc, en premier lieu, ça a été les États-Unis. D'abord pour les hommes qui ont du sexe avec des hommes, puis ensuite pour l'ensemble de la population, avec une approbation de la FDA, qui est l'équivalent de Swissmedic américain, qui a validé la PrEP à partir de 2012. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a fait de même, mis en place des protocoles. Là encore, d'abord sur des situations particulières, qui étaient celles des couples sérodifférents avec une personne virémique, les hommes et les personnes trans ayant des rapports sexuels avec des hommes. L'Europe a rejoint en 2015 et la France en 2014 de manière exceptionnelle, puis l'autorisation complète et la prise en charge à 100% en 2016. Et la Suisse, en 2016, a enfin une recommandation de la Commission fédérale pour la santé sexuelle qui recommande la PrEP, on y reviendra, et c'est en 2019 qu'en Suisse on a eu les premiers génériques. Précédemment, les médicaments étaient beaucoup plus chers. La cascade de la PrEP, c'est-à-dire comment, dans un groupe de population, la PrEP peut se déployer ou non. C'est-à-dire vis-à-vis de la population à qui on destine cet outil, comment les choses se mettent en place. Dans un premier lieu, il faut être éligible à la PrEP, c'est-à-dire ne pas vivre avec le VIH et avoir une exposition potentielle au VIH. Ensuite, il faut connaître cet outil. Il faut en reconnaître l'efficacité et que les gains de la PrEP sont supérieurs aux risques inhérents à la PrEP, s'il y en a. Et donc, cette balance coût-bénéfice soit en faveur de la prise de la PrEP. Et ensuite, il faut savoir comment elle se prend, cette PrEP. Ensuite, il faut reconnaître que cette PrEP, ok, elle est efficace, de manière globale, mais elle est efficace, elle serait efficace pour moi, elle serait pertinente pour moi dans ma situation. Et donc, à ce moment-là, si je considère qu'elle est pertinente pour moi, je vais me décider à la prendre. Mais si je me décide à la prendre, il faut qu'elle soit accessible. Je reviendrai sur les enjeux d'accessibilité après. Donc, il faut que je puisse accéder à la PrEP. Ensuite, il faut que je puisse l'initier, c'est-à-dire qu'il y a tout un protocole de mise en place et peuvent apparaître des éléments qui font qu'il y a des contre-indications, notamment le fait de vivre avec le VIH ou potentiellement avec une hépatite, ça peut poser quelques soucis. Et si je demande la PrEP, il faut qu'on accepte de me la prescrire. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. On a l'expérience notamment des traitements d'urgence VIH. On retrouve à peu près les mêmes situations. C'est la personne qui prescrit qui évalue la pertinence de prescrire cette PrEP selon la situation telle qu'elle est évaluée et selon les recommandations applicables. Ensuite, il faut que j'adhère. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne la PrEP telle qu'elle m'a été prescrite. Là aussi, il y a des enjeux, effectivement, d'adhésion à la PrEP. Et ensuite, il faut que je puisse avoir un suivi de cette PrEP. Je l'ai dit, les questions d'initiation, c'est les questions d'éligibilité. Ça va en lien si on me refuse la PrEP. C'est qu'on considère que je ne suis pas éligible. Donc, ça pose la question des critères d'éligibilité. Et ensuite, l'adhérence, le suivi, ça repose la question de l'accessibilité. C'est-à-dire que je peux aller pour une initiation de la PrEP, je peux faire l'effort d'aller plus loin ou que ça me coûte plus cher. Mais si cette distance ou si ce coût se répète, ça va remettre en question le fait que je continue à prendre la PrEP. Et enfin, si je prends la PrEP, je veux qu'on me montre qu'elle est efficace pour moi. Mais comment démontrer qu'on a empêché que je contracte le VIH
grâce à la PrEP. Donc individuellement, c'est compliqué de le démontrer, donc il faut faire des démonstrations plus en groupe de population, et il faut que les baisses du nombre de nouvelles transmissions du VIH soient attribuées à la PrEP, et pas à d'autres facteurs. Sinon, je vais remettre en question l'efficacité de la PrEP pour moi. En parallèle de tout ça, ce qu'on observe, c'est que si les personnes qui sont éligibles, donc qui sont exposées au VIH, ne prennent pas la PrEP, elles finiront potentiellement par contracter l'infection à VIH et à ce moment-là accéder au traitement qui, là aussi, est un moyen d'éviter les transmissions. Les critères d'éligibilité se sont basés sur les études. Et que disaient les études? Pour faire une étude et démontrer l'efficacité d'un moyen, on va choisir un groupe de population où l'exposition, là en l'occurrence au VIH, est élevée. Comme ça, on a un groupe où on peut observer l'efficacité du médicament qu'on essaye de mesurer. Et du coup, dans les études, on se retrouve avec des personnes, donc si on prend Hypergay par exemple, qui, pour le tiers d'entre elles, avaient eu une PEP dans les mois précédents, qui, en moyenne, avaient eu 8 partenaires au cours des 2 derniers mois, qui, pour la moitié d'entre eux, pratiquaient le chemsex. Et donc, et pour Proud, on trouve à peu près le même groupe de population. Et donc, on avait un groupe de population qui est bien particulier, qui a des expositions avérées, qui a déjà demandé la PEP, qui a plus de en moyenne 8 partenaires sur 2 mois, ce qui n'est pas le nombre moyen de partenaires, même chez les hommes qui ont du sexe avec des hommes. Quelles conséquences ça a eu? C'est qu'au moment où on a établi les recommandations et les conditions de prise en charge, on a repris ces exemples de population. Et donc, dans la recommandation suisse, il est écrit que la PrEP serait pertinente pour un petit groupe de personnes sérieusement exposées au risque d'infection par le VIH et dans l'incapacité d'utiliser le préservatif de manière systématique. Et donc, de ce fait, la PrEP ne serait pas recommandée pour tous les hommes qui ont du sexe avec des hommes et encore moins pour le reste de la population. Quelle incidence ça a? C'est que dans la communication, dans les médias, dans la promotion, dans la manière dont on parle de la PrEP, pour qui serait-elle destinée? Pour des personnes très ou particulièrement à risque. C'est-à-dire des personnes appartenant à un groupe à risque, socialement construit, ma foi, qui ont un comportement individuel à risque, qui sont incapables de se protéger autrement, et qui veulent avoir des rapports sans protection. Et donc, comment c'est perçu? Il y a une tension entre la subjectivité du risque et l'évaluation objective de l'exposition. C'est-à-dire que chaque individu ne veut pas considérer comme sa situation comme un risque élevé. Au contraire, on a tendance à minimiser ce risque vis-à-vis notamment du VIH. Et d'autre part, on crée une image archétypale du PrEPper, c'est-à-dire qu'on va penser que la PrEP n'est pertinente que pour ces personnes-là. Et ces personnes-là, ce n'est pas moi. Et donc potentiellement, on a un refus d'adhésion. Si on reprend ma cascade de tout à l'heure, déjà, il faut connaître la PrEP. Donc merci à Dialoguer d'organiser cette conférence afin d'informer sur l'existence de cet outil, parce que c'est le premier point, c'est l'existence de cet outil. Ensuite, l'efficacité de cet outil. Je disais tout à l'heure, Hypergay et Pride ont démontré une efficacité à 86-87%. Mais c'est une étude. C'est-à-dire que les cas où la PrEP n'a pas été efficace, c'est des personnes qui n'ont pas suivi la prescription. Les personnes qui ont suivi la prescription, et ça a été démontré dans les études de cohorte suivantes, l'efficacité est quasiment à 100%. Mais c'est le chiffre de 87% qui a été diffusé. Donc il faut revenir là-dessus et dire non, la PrEP, si tu la prends telle qu'elle est prescrite, si elle est suivie, elle est efficace. Ensuite, l'éligibilité et la pertinence. Je disais tout à l'heure dans les études et dans l'image que l'on a des PrEPers, c'est des personnes qui ont au moins 8 partenaires dans les 2 derniers mois. Alors qu'en fait, la réalité est différente. Toute personne qui aurait des pénétrations sans protection, donc respectivement sans préservatif, avec des personnes dont le statut sérologique est inconnu ou incertain, pourrait, selon moi, être éligible à la PrEP. Ensuite, il y a les risques. On a beaucoup mis en avant les risques pour les reins, pour le foie, pour la densité osseuse. Alors, comme tout médicament, effectivement, celui utilisé pour la PrEP a potentiellement des effets secondaires. Si vous prenez la notice d'un médicament, il y a toujours des effets secondaires potentiels. Mais si on regarde les risques potentiels liés aux molécules utilisées pour la PrEP, en fait, ces risques sont statistiquement inférieurs à ceux de l'aspirine.
Donc effectivement, il y a les risques, mais ils sont minimes et le suivi permet effectivement, en cas d'éléments avérés, par exemple sur les reins, de pouvoir le monitorer et de pouvoir agir en conséquence. En revanche, ce qui est vrai, les effets secondaires, c'est la fatigue, les troubles digestifs, potentiellement des troubles du sommeil ou psy, mais ça, c'est des éléments transitoires au début de la prise du traitement, mais qui disparaissent assez rapidement. Un autre élément qui est mis en avant, c'est les effets collatéraux. Les personnes qui prendraient la PrEP seraient incitées à cause de cette PrEP à avoir plus de rapports sexuels, à utiliser moins de préservatifs, etc., etc. Et dans la réalité des corps, on observe que c'est peu finalement le cas, ou ce n'est pas le cas de l'ensemble des PrEPeurs. Le fait d'utiliser ou non de préservatif, ça va peu changer dans l'ensemble. Alors oui, certains vont peut-être moins utiliser de préservatif qu'avant la PrEP, mais comme ils sont protégés du VIH, il n'y a pas d'enjeu majeur. On parle souvent des autres IST, c'est-à-dire que les personnes qui prendraient la PrEP auraient tendance à plus contracter d'IST, à disséminer les IST dans le groupe de population, alors qu'en réalité, ils sont simplement diagnostiqués plus fréquemment pour des IST, parce que eux, dans le cadre de leur suivi PrEP, font des dépistages réguliers, ce qui n'est pas le cas de la reste de la population. Et j'y reviendrai. Et enfin, le dernier point, c'est l'apparition d'un VIH qui serait résistant aux antirétroviraux. Si les personnes qui prennent la PrEP respectent la prescription, elles ne vont pas contracter le VIH, donc il n'y aura pas de création de résistance. Si une personne, pour une raison ou une autre, ne respecte pas totalement la prescription et qu'elle contracte le VIH, le délai entre le moment où le VIH serait contracté parce qu'elle n'a pas respecté les prises et l'apparition de résistance, il faudrait plusieurs mois. Et donc, comme le suivi est régulier, quand bien même elle contractait le VIH, elle serait diagnostiquée tôt et on ajusterait le traitement pour avoir un traitement efficace avant l'apparition de résistance. Enfin, le dernier enjeu, c'est opérationnel. On a l'impression que la PrEP, il faut la prendre toute l'année, voire toute sa vie. Alors qu'en réalité, on ne peut ne prendre la PrEP que dans une partie de sa vie, voire dans une partie de l'année, dans une partie de sa semaine. C'est à chacun, chacune de voir en fonction de la pertinence et de sa réalité de vie, de la manière dont elle prend la PrEP, parce qu'il existe différentes manières de la prendre. Je ne vais pas m'étaler puisque Loïc va revenir sur ce point-là. Il y a une manière, donc 7 x 1 tous les jours et 7 x 1 pour tout le monde. Et pour les hommes qui ont du sexe avec des hommes, la possibilité de la prendre de manière très ponctuelle, c'est-à-dire sur 3 jours minimum. Et enfin, les questions de coût. Et ça, il y a les enjeux de consultation, analyse et de médicaments. Mais je vais reprendre. Et la question de la prise en charge aussi, je vais revenir dessus. Selon moi, il faudrait établir des critères objectifs d'évaluation de la pertinence de la PrEP, se détacher des recommandations et vraiment s'intéresser aux individus, à leur réalité. Si on prend les hommes qui ont du sexe avec des hommes, on sait qu'aujourd'hui, environ 1 sur 40 vit avec le VIH sans le savoir et que 3 sur 1000 découvrent chaque année vivre avec le VIH. Donc, ça ne concerne pas que les gens multipartenaires de la scène. Beaucoup plus d'hommes qui ont du sexe avec des hommes sont exposés et potentiellement contractent le VIH. Et le comportement individuel, il faudrait prendre objectivement le nombre de partenaires, quelles pratiques, aussi bien que sexuelles que de consommation. Et puis, te poser des questions sur la réalité des vécus. Et donc, une des principales réalités, c'est j'ai des difficultés à utiliser systématiquement le préservatif, ou mes partenaires ont cette difficulté-là, ou avec certains de mes partenaires ou dans certaines situations, je ne souhaite pas ou je ne suis pas sûr de pouvoir utiliser un préservatif. Et rien que ces facteurs-là devraient être des critères objectifs pour prescrire une PrEP. Et il y en a plein d'autres, notamment la peur du VIH. La PrEP a une efficacité infectiologique, c'est-à-dire qu'elle va protéger du VIH, mais elle a aussi un facteur psychologique. Comment être détendu et avoir une sexualité épanouissante si on est en permanence angoissé par le fait qu'on peut potentiellement contracter le VIH. Le fait de prendre la PrEP nous détache de cette angoisse et permet une sexualité plus épanouissante et n'implique pas nécessairement de renoncer au préservatif. On peut tout à fait faire préservatif et PrEP, comme on fait préservatif et contraception, comme on fait ceinture et airbag. La question de l'accessibilité et différents facteurs d'accessibilité. Le premier, c'est spatial. En Suisse, on a eu la chance que dès le départ, dès la recommandation initiale, n'importe quel médecin peut prescrire la PrEP. On peut aller dans un cabinet médical, général ou spécialisé, dans les hôpitaux ou des centres de santé sexuelle et de dépistage.
La proximité géographique avec un service qui prescrit la PrEP est un facteur important pour pouvoir y recourir. Puis ensuite, c'est aussi la question de la perception. On ne perçoit pas de la même façon un service d'ophtalmologie hospitalier que l'on perçoit son médecin de famille ou médecin généraliste, ou dont on perçoit un centre de santé sexuelle, voire un centre de santé sexuelle communautaire, comme peut l'être un checkpoint. Ensuite, des enjeux temporels, c'est-à-dire c'est quand que je peux y aller. C'est-à-dire que si les consultations, c'est uniquement entre 8h et 16h les jours ouvrés, ça va être plus difficile, parce que autant si je me casse un bras, dire je vais à l'hôpital pour avoir un plâtre, c'est une chose. Par contre, dire voilà, j'ai une sexualité qui est la mienne et je souhaiterais avoir une consultation pour avoir un traitement préventif, c'en est une autre. Et donc vis-à-vis de l'employeur, c'est un peu plus compliqué. Et après, il y a tous les enjeux des disponibilités en termes de rendez-vous ou sans rendez-vous. Dans l'idéal, il faudrait que les personnes aient accès, en tout cas à une première information, une première consultation au moment où elles se décident. Mais ça pose effectivement des enjeux de saturation des services qu'on peut observer aujourd'hui, et donc potentiellement des refus, des reports ou des délais pour pouvoir accéder à la PrEP ou d'autres prestations. C'est un peu similaire dans les situations. Si je connais les chiffres de la France, parce qu'elle l'a mesuré, il y avait 6 à 8 mois d'attente pour accéder à la PrEP, et c'est trop long entre le moment de la décision et le moment de l'accès. En Suisse, et notamment en Suisse romande, on a la chance d'avoir un bon réseau pour la santé sexuelle, notamment pour le dépistage et la prescription de la PrEP. Donc dans tous les cantons, il y a au moins un service où il est possible d'accéder à la PrEP. Donc d'un point de vue géographique, il y a un enjeu qui est moindre. Après, c'est la question de l'accessibilité économique. Donc il y a les consultations, les analyses, les médicaments qui ont des prix et qui peuvent être pris ou non en charge par l'assurance maladie. Malheureusement, dans les médias, encore aujourd'hui, quand on cherche sur Internet des informations sur la PrEP et son tarif, il y a uniquement l'information comme quoi c'est cher en Suisse. C'est cher, c'est trop cher, et en plus, il n'y a rien qui est pris en charge. Donc pour la question du médicament, depuis 2019, comme je disais tout à l'heure, on a désormais des génériques, donc j'ai fait éditer cet article de la RTS pour préciser qu'effectivement aujourd'hui, il y a un générique dans n'importe quelle pharmacie à 65 francs pour 30 comprimés, contre les 600-900 francs du médicament original il y a encore quelques années. Et ensuite, la question de la prise en charge de la malle, les consultations et les analyses d'initiation et de suivi de la PrEP relèvent de l'assurance obligatoire des soins. Déduit de la franchise de la quote-part, mais toutes ces consultations peuvent être prises en charge par l'assurance maladie. C'est le médicament, et le médicament seul, qui pour l'instant n'est pas pris en charge, ne peut pas l'être par l'assurance maladie. Et donc on a des coûts beaucoup moindres, surtout qu'un travail a été fait pour cette question financière. Pour les consultations, les centres ont pu réduire les coûts, notamment en réfléchissant à qu'est-ce qui est une obligation médicale, c'est-à-dire qu'est-ce qui impose l'intervention d'un ou d'une médecin. Qu'est-ce qui peut être délégué à un infirmier, une infirmière? Qu'est-ce qui peut être fait par des agentes communautaires? Et dans quel cas une consultation est-elle nécessaire? Ou quand peut-on s'en passer? Donc ça permet de réduire les coûts liés aux consultations. Pour les analyses, on a réfléchi à des protocoles d'initiation et de suivi pour demander uniquement ce qui était nécessaire. Et ensuite, il y a eu des négociations tarifaires avec le laboratoire pour que ces analyses soient à moindre coût. Et enfin, le coût du médicament, comme je disais, les génériques sont apparus, désormais, c'est un moindre coût. Donc on a travaillé sur le niveau des tarifs, et il y a aussi la question de la prise en charge que j'ai déjà évoquée, et les deux sont en lien. C'est-à-dire que ça devient un enjeu politique. Dans la recommandation fédérale, il était dit qu'au prix où était la PrEP, il était inenvisageable qu'elle soit prise en charge. Désormais que les coûts sont moindres, on peut politiquement de nouveau travailler pour une prise en charge, soit au titre de l'assurance obligatoire des soins, y compris éventuellement hors franchise, soit dans le cadre de plans fédéraux ou cantonaux qui prendraient en charge les coûts pour l'ensemble de la population ou pour les personnes plus ou moins précarisées ou plus ou moins exposées. Et enfin, un élément qui n'est pas des moindres, c'est l'accessibilité subjective. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le degré de confort à révéler son identité. Il n'est pas forcément simple de révéler son identité dans un service, donc ça pose la question des consultations anonymes ou tout du moins confidentielles, et peut-être pas de devoir traverser un ensemble de couloirs ou de services administratifs avant de pouvoir accéder à la consultation PrEP. De pouvoir parler, révéler son comportement, son nombre de partenaires, ses pratiques sexuelles, y compris l'usage ou non de préservatifs, sa consommation de substances éventuellement.
Et enfin, ses désirs, y compris le désir d'avoir des pénétrations sans préservatif, d'avoir du sexe en groupe, et de pratiquer, et d'avoir envie de continuer à pratiquer le chemsex. Et enfin, de parler de cela avec une personne que je ne connais pas, avec un ou une professionnelle de la santé ou de la prévention, pour lequel j'ai une représentation subjective. Je peux penser que les médecins sont comme ci ou comme ça. Je peux penser qu'un service hospitalier, qu'une consultation de santé sexuelle, planning familial, c'est comme ci ou comme ça. Donc il y a un enjeu subjectif. Et enfin, c'est de parler à quelqu'un qui est différent de moi, ou au contraire, quelqu'un qui me ressemble trop à mon goût. Et donc ça pose la question d'une approche professionnelle et ou communautaire. C'est pas l'un ou l'autre, pour moi, ça devrait être les deux, sont en complémentarité. Et enfin, la notion des compétences culturelles, c'est très bien de savoir les protocoles médicaux de la PrEP, mais c'est aussi très bien de connaître les populations à qui on s'adresse. Et donc là, il y a tout un enjeu de formation sur les réalités communautaires. Actuellement, il y a donc un programme et une étude qui s'appelle Swiss Prepared en Suisse qui nous permet de monitorer le déploiement de la PrEP en Suisse. Environ 4000 personnes, Patricia complétera après si besoin, sont actuellement suivies dans les centres Swiss Prepared pour la PrEP et majoritairement dans des checkpoints. Ce qu'on observe, c'est que c'est essentiellement des hommes qui ont du sexe avec des hommes qui se définissent comme gays, donc d'un point de vue identitaire, qui fréquentent ou qui sont proches de la scène, qui sont nés en Suisse ou tout du moins dans l'Union européenne, qui résident très majoritairement dans des grands centres urbains, qui ont une moyenne d'âge de 40 ans et qui, pour 50% d'entre eux, ont un diplôme universitaire et appartiennent à une catégorie sociale supérieure. Ce schéma-là correspond grosso modo au schéma du public des études. Et donc, on retrouve ça. Donc, je pense que la manière dont on a communiqué, qu'on a présenté la PrEP, a une incidence sur qui s'est senti concerné par cet outil-là et qui l'a sollicité. Par contre, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la communauté des hommes qui ont du sexe avec des hommes et ce n'est pas représentatif de pour qui la PrEP serait pertinente. À la fin 2021, 3 à 4% des hommes qui ont du sexe avec des hommes étaient suivis dans Swiss Prepared, donc potentiellement légèrement plus peut-être, étaient suivis pour une PrEP. C'est trop peu. C'est déjà très bien et on commence à en voir l'impact, on le verra tout à l'heure, mais ce n'est pas suffisant si on souhaite mettre un terme au VIH, si on souhaite prévenir les nouvelles transmissions. Si on regarde le nombre de personnes ayant découvert chaque année vivre avec le VIH en Suisse, par voie de transmission, on observe globalement une baisse. On va oublier 2020, parce que Covid, tout ça, donc voilà, ça je ne sais pas l'interpréter pour l'instant. En revanche, on va regarder les années précédentes et on voit que globalement, dans différents groupes de population, il y a une baisse. Et on note un léger pic en 2016, au moment de la recommandation PrEP, et ensuite une baisse continue du nombre de personnes, d'hommes qui ont du sexe avec des hommes ayant découvert vivre avec le VIH. Si on regarde plus particulièrement les hommes, et notamment la ville de Zurich, on voit clairement effectivement un pic en 2016 et depuis une baisse continue du nombre de personnes, d'hommes qui ont du sexe avec des hommes découvrant vivre avec le VIH. Avec un petit rabais encore avec l'introduction de Swiss Prepared. Si on regarde la Suisse romande, voilà. Alors en Suisse romande, on avait commencé à prescrire la PrEP à partir de 2013-2014 et ça a continué progressivement, mais on n'a pas tout à fait le même schéma, mais on observe tout de même une baisse globale du nombre de transmissions. Si on regarde plus en détail canton par canton, c'est très erratique pour les cantons de Vaud et Genève. On pense qu'il y a potentiellement une incidence de la PrEP, mais peut-être aussi d'autres facteurs qui expliquent ces montées et descentes continues. Par contre, ce que l'on observe, c'est que dans les autres cantons romans, on n'a pas tout à fait la même situation. On a eu une baisse et maintenant on a une stabilisation. On n'a pas le même inclinaison qu'on peut avoir à Zurich, par exemple. Donc, des personnes qui seraient éligibles à la PrEP ne l'ont pas prise, n'y ont pas eu accès et potentiellement ont contracté le VIH. Si on regarde des exemples internationaux, là j'ai pris l'exemple de Dean Street à Londres, qui est le plus grand centre du Royaume-Uni pour le dépistage et pour le suivi de PrEP. À nombre de dépistages constant, c'est-à-dire qu'on a toujours le même nombre de personnes qui viennent se faire dépister, donc c'est ce qu'on appelle une cohorte, donc c'est les mêmes personnes qui viennent régulièrement se faire dépister, donc il y a un dépistage constant, on observe une chute importante du nombre de personnes qui contractent et qui contractent le VIH, enfin qui découvrent vivre avec le VIH.
Et on observe la même chose à New York, San Francisco, en Australie et ailleurs. Donc ça démontre qu'effectivement, la PrEP notamment et le dépistage régulier permettent de réduire le nombre de personnes qui contractent le VIH. Mais se pose la question des autres IST. Donc, je vais parler rapidement là-dessus. Le suivi PrEP, comme je disais tout à l'heure, permet d'avoir des dépistages réguliers des autres IST. Et donc, une étude a démontré que plus on fait des dépistages réguliers, moins il y aura de personnes qui vivent une IST sans le savoir, et donc il y aura moins de transmission, etc., etc. Ça va vider le réservoir de bactéries, en l'occurrence ici, dans un groupe de population, et donc réduire le nombre de transmissions. Et la proportion de IST, notamment asymptomatiques diagnostiquées, plus cette proportion sera élevée, moins là aussi il y aura transmission et de nouvelles situations. Et donc, il faut dépister. L'objectif, c'est de diagnostiquer toutes les personnes qui vivent avec une IST sans le savoir et de la traiter le plus vite possible pour casser les chaînes de transmission. Et si on le fait régulièrement, effectivement, on va pouvoir réduire le nombre de cas dans un groupe de population. Et donc, c'est ce qui s'est passé à Dean Street. En l'espace d'une année, le nombre de situations de gonorrhée a baissé d'un quart. Si on prend la Suisse, et notamment en l'occurrence ici, c'est la Suisse romande, la situation n'est pas tout à fait la même. Donc si on reporte le schéma à côté des gonorrhées en Suisse romande par rapport au schéma de tout à l'heure, on se rend compte que potentiellement, il y a un certain nombre d'infections qui ne sont pas diagnostiquées. Mais pourquoi donc ? Si on regarde le nombre de bactéries qui sont dans le groupe de population, dans les différents groupes, notamment les hommes qui ont du sexe avec des hommes, on voit que 1 sur 5 d'entre eux vit avec une IST sans le savoir. 1 sur 5. Mais s'ils se font tous dépister, oui, mais malheureusement, ils ne se font pas tous dépister. C'est-à-dire que les enquêtes européennes, si on regarde ici, c'est la fréquence des dépistages. Donc en l'occurrence, à gauche, c'est le fait d'avoir fait un dépistage sérologique, donc une prise de sang pour un dépistage syphilis, VIH dans les 12 derniers mois. En Suisse, on est passé de 20%, donc 1 sur 5 des hommes qui ont du sexe avec des hommes qui avaient fait un dépistage sérologique dans les 12 derniers mois en 2010 à un peu plus de 35% en 2017. Donc de 1 sur 5 à 1 tiers. C'est très bien pour VIH et syphilis. En revanche, si on regarde les autres IST, notamment gonorrhée, chlamydia, qui se dépistent par des prélèvements locaux, notamment génitaux, pharyngés et anaux, on était en 2010 à 7%. On a réussi à augmenter à 11%, mais ce n'est pas suffisant. 11% des hommes qui ont du sexe avec des hommes ont fait un dépistage des IST complet dans les 12 derniers mois. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait que la majorité d'entre eux le fassent, parce que, par exemple, 30% des personnes qui ont répondu à cette étude-là avaient eu plus de 10 partenaires dans les 12 derniers mois. Donc la probabilité d'avoir rencontré une IST est relativement élevée. Et enfin, pour parler d'avenir, la PrEP telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est très bien, elle est efficace. On peut la prendre de manière continue, intermittente, etc. Mais il y a encore des enjeux qui font qu'on fait de la recherche. Par exemple, le fait de prendre un comprimé quotidien, on peut l'oublier, etc., etc. Et donc, il y a des recherches qui se poursuivent pour associer, par exemple, contraception et PrEP. Pour avoir une PrEP à long effet d'action, que ce soit par voie orale ou par injection. Comme ça, on prendrait sa PrEP tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, et peut-être comme d'autres pathologies, peut-être une fois par année, une injection qui permettrait de se protéger du VIH. Et j'ai fait à peu près le tour que je voulais. Est-ce qu'il y a des questions ?